et bienvenue dans la Web TV. Et si c'était à refaire, bonjour Céline. Salut, comment tu vas? Je vais Je très suis bien. J'aime super trop ce contente. moment-là où on fait genre, on ne s'est pas parlé il y a 2 minutes, tu vois. Non, mais non, franchement, je suis vraiment contente de faire ce petit jeu avec toi. J'appelle ça un petit jeu pour moi, mais je suis vraiment contente. Ok, super. Donc, moi, je suis Kanté Sibi. Je suis la cofondatrice de Et si c'est à faire avec Monsieur Rachid Hamzil, donc en partenariat avec Soif de réussite. C'est une web TV dans laquelle nous interviewons de manière mensuelle, une fois par mois, un entrepreneur, un auteur, un sportif, des personnes qui sont actifs dans leur vie et qui font des choses. L'idée, c'est de déconstruire leur parcours entrepreneurial, sportif ou créatif et d'analyser leur parcours afin d'en ressortir des pépites et de comprendre quels ont été les éléments clés qui ont marqué leur parcours et quelles décisions ils ont prises et si c'était à refaire. Parce qu'une fois que Céline va nous raconter son histoire, je vais lui poser la question et si c'était à refaire. Tu es prête, Céline? I'm ready. Ok, I'm ready to. Ok, ben, je vais t'essayer de te présenter. Je pense que c'est mieux que tu te présentes toi-même. Qui es-tu? OK. Eh bien, enchantée. Donc, je suis Céline de Céline NP. En fait, je suis ingénieure en métamorphose de soi, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes essentiellement, les femmes cadres, les femmes dirigeantes, à accroître leurs revenus, mais surtout à accroître leur impact en redéfinissant leur image en premier lieu et en boostant leur confiance en soi. Donc, c'est vraiment un travail sur, d'un côté, le développement personnel et de l'autre côté, le conseil en image. Ok, Voilà. super. Super, Céline. Et du coup, quel âge as-tu, Céline? Tu es maman, parce que je veux qu'on le précise. Oui, alors j'ai 39 ans, je suis maman, fois 5. J'ai 5 enfants à la maison à gérer, ça va de 4 ans à 16 ans. Wow. Voilà, je suis mariée et je vis à la campagne, en région parisienne, enfin voilà. Ok. Je tenais à ce qu'on le précise parce que je pense que être entrepreneur, ok. Être femme entrepreneur, ok. Être maman entrepreneur, ok. Être maman entrepreneur de 5, c'est encore autre chose. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a dû marquer aussi ton parcours et tes décisions. Donc, j'ai hâte de découvrir tout cela. Donc, Céline, ce que je vais te demander, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours, partant on peut commencer au lycée, hein, parce que c'est le moment où on fait le choix de l'orientation avec le fameux CIO. C'est comme ça que ça s'appelle? Comment? C'est comme ça que ça s'appelle? C'est le CIO, c'est ça? Ouais, c'est yo, Ouais, c'est le conseiller. CIO, hein, voilà. C'est le fameux moment où on doit choisir notre Ouais, un peu comme ça, orientation. par l'orientation quoi. Voilà, donc J'ai je veux que tu compris. nous expliques un peu ton parcours pro, voilà, ton parcours pro du lycée jusqu'aujourd'hui à Madame coach en métamorphose de soi. On t'écoute. Yes. Le micro Waouh! est Donc, est à toi. je vais essayer de faire court parce que ça a été franchement un parcours, très riche et Hein. très diversifié. Déjà mon surnom, c'est le couteau suisse. Donc, la principale, la base de tout ça, c'est, la créativité. Donc, pour revenir donc un petit peu en arrière, j'ai touché à la création de vêtements, depuis l'âge de 10 ans, en fait. D'accord. J'ai découvert la machine à coudre et en fait, mon parcours, on va dire professionnel d'aujourd'hui est largement influencé par cette histoire, par ma jeunesse en fait, où très tôt en fait j'ai voulu me démarquer par les vêtements, me démarquer par mon apparence. Alors est-ce que c'était pour faire un espèce de rappel à ce que je vivais en fait réellement puisque donc je suis une femme noire qui a grandi dans un quartier bourgeois de Paris. J'ai été que dans des écoles privées catholiques, donc j'étais la seule noire, clairement. Mais au lieu que ça soit un handicap pour moi, c'était vraiment, j'étais contente en fait. J'étais vraiment contente d'être différente des autres. Donc j'ai toujours eu cette volonté, voilà, de me démarquer. Et puis donc au fur et à mesure, jusqu'à l'adolescence, et ben je bidouillais avec ma machine à coudre des vêtements. Je me faisais des trucs pour porter des choses originales. Et donc arrivé au lycée, lorsque il a fallu faire le choix de l'orientation, alors étant dans une école qui prônait un petit peu les grands métiers tels que le commerce, le journalisme, etc. On va dire que j'ai fait un cursus général jusqu'à la terminale en économique et sociale. Mais du coup, à l'orientation, lorsque j'ai dit que je voulais être styliste, ça a bugué en fait, hein, clairement. Ils n'ont pas vraiment compris ce que je voulais faire. Ils m'ont proposé une HEC, enfin plein de choses parce que j'étais douée en maths, etc. Mais
moi, j'avais ce côté créatif que je voulais vraiment exploiter et c'était mon rêve de devenir une styliste de renommée, etc. Donc, le fait d'avoir fait une filière générale sans option artistique ni rien, ça ne m'a pas permis d'intégrer directement les écoles de stylisme. Alors, il y avait deux choses. Un côté, le budget. Mes parents n'avaient absolument pas les moyens. Et deuxième chose, il y avait une école à Paris qui était gratuite, la seule école qui était sur concours. Donc, j'ai passé le concours. C'était pour faire intégrer une année de remise à niveau. Et j'ai passé le concours et je suis arrivée sur la liste d'attente. Donc, il aurait fallu qu'il y ait 5 personnes qui se désistent pour que je puisse entrer dans cette école-là, chose qui n'est pas arrivée. Donc, du coup, je me suis retrouvée à la fac. Je me suis dit, bon, comment intégrer la filière artistique sans pouvoir faire ce que je veux faire. Donc, j'ai essayé la fac. J'ai fait une fac art plastique où j'ai découvert l'histoire de l'art. L'histoire de l'art qui a été un premier tournant un petit peu dans ma vision du domaine artistique créatif. Et ça m'a beaucoup inspirée. Pourtant, je détestais l'histoire à l'école. Mais là, c'était l'histoire, mais avec le côté créatif. Donc forcément, ça m'a beaucoup touchée dans ma façon aussi de voir les choses, la création, le stylisme, etc., la mode. Ça rejoignait un petit peu cette volonté d'être originale, etc. Donc, j'ai fait cette fac. J'ai fait qu'une année parce que c'était à l'époque, c'était une grande période de grève et quand j'allais en cours, les profs, ils nous encourageaient à faire la grève. D'accord. C'est tout ce qui se passait en fait. Donc concrètement, j'ai été vite lassée parce que moi, j'ai besoin en fait toujours d'être nourrie, j'ai besoin d'apprendre, d'emmagasiner, etc. Et là, vraiment, j'ai été frustrée parce que je n'avais pas mon quota, en gros. Et puis, du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler, donc j'avais 19 ans. Parce qu'il fallait faire quelque chose, hein, simplement. Je ne pouvais pas rester chez mes parents, puis ne pas étudier, ne pas travailler, enfin, juste rester là, ce n'était pas possible. Donc, je me suis retrouvée à travailler et à faire plein de petits boulots. Plein de petits boulots. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de l'intérim dans tout ce qui est service clientèle, service commercial, etc. Donc, j'ai touché un peu à tous les métiers. Rien à J'ai voir cette avec le stylisme. rien à voir, mais vraiment, c'était alimentaire. Vraiment alimentaire. Mais j'avais toujours à côté, je développais quand même, je continuais de créer. Je continuais de créer et faisant de la danse, faisant de l'athlétisme, j'étais dans un milieu sportif et artistique. Donc, je connaissais des chanteurs, des danseurs, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire au fur et à mesure des vêtements pour des clips vidéo. J'ai commencé à faire des vêtements pour des scènes, pour des chanteurs, pour des sportives qui avaient envie d'avoir une tenue spécifique. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin comme ça jusqu'en 2008, deuxième grand tournant. Donc, entre-temps, j'étais rentrée dans une grande entreprise française avec une position de salarié assimilée à la fonction publique. Je ne vais pas donner le nom, c'est pas intéressant. C'est pas ce qui est intéressant, mais voilà, c'était mon côté, il faut que je mange. Donc, j'avais sécurisé, on va dire, ce côté-là financier, tout en continuant ma passion, parce que c'était vraiment une véritable passion. Et en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'une amie m'a demandé de lui faire une robe de mariée. D'accord. Ouais, une robe de mariée. Donc, je ne sais pas pourquoi elle m'a fait confiance, parce que honnêtement, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais pris de cours de couture. Il faut savoir que je me suis formée toute seule, de façon autodidacte. Et il n'y avait pas YouTube à l'époque. Il n'y avait pas YouTube à YouTube. cette époque-là. Voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment appris sur le tas, mais elle a voulu que je lui fasse sa robe de mariée parce qu'elle voulait une robe traditionnelle, donc blanche, mais en même temps mixée avec du madras, qui est le tissu traditionnel de chez nous, aux Antilles. Oui, parce que je suis antillaise. Et du coup, je lui ai fait sa robe de mariée. Elle était magnifique. Ça a été pour moi un coup de cœur, non seulement parce qu'elle était magnifique dedans, parce qu'en même temps, je l'avais conseillé sur le style de robe qu'il lui fallait, toujours avec cet esprit un peu artistique, etc. Et en même temps, j'avais réussi à intégrer le madras sans que ça soit trop folklorique, quoi. Je voulais vraiment un truc classe et élégant, et en même temps avec une touche ethnique. Et donc, Paris réussi, je me suis dit, waouh, je peux vraiment faire un truc extraordinaire. Et donc là, à partir de là, a commencé ma seconde carrière, entre guillemets, toujours en parallèle de mon Un salariat. side project. Voilà, où j'ai commencé à faire des robes de mariée. Donc vraiment, voilà, j'ai lancé ensuite mon entreprise en 2011
Ma première entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, c'était un statut tout nouveau à l'époque, Oui. très mal ficelé, très mal encadré, mais du coup, j'avais mon statut, je faisais mes robes de mariée, etc. Et j'ai continué comme ça pendant des années, et finalement, de 2008, ça nous emmène à 2000, 2018. Donc Wow. voilà, pendant 10 ans, j'ai cumulé ces deux facettes de ma vie. Je me suis fait ma propre robe de mariée, j'ai Ah, habillé mes trop bien. demoiselles d'honneur. Enfin, vraiment, c'était un plaisir pour moi de le faire, euh, avec toujours cette envie d'être entrepreneur, mais avec la peur. Hein. Pendant longtemps, j'ai gardé cette peur que beaucoup de femmes, hommes affrontent, Mm. de se dire, OK, j'ai une stabilité financière, est-ce que je suis prête à tout laisser tomber pour vivre de ma passion? Sachant que en France, maintenant ça commence à bouger, mais à l'époque, on va dire les aides pour l'entrepreneuriat, pour se lancer, enfin, c'était très compliqué pour se Même déclarer, maintenant, hein, etc. on est mal informé et Ouais, tout, hein, même maintenant. mais c'est de mieux en mieux. Hein. Moi, Oui, je le vois, il y oui. a 10 ans en arrière, Mm, c'était vraiment une galère. Hein. Quand tu voulais faire ça, fallait avoir les reins solides. il n'y Et avait pas donc, tous les j'étais pas prête à le réseaux faire. qu'on a aujourd'hui, les réseaux Il n'y avait pas. d'entrepreneurs. Voilà, moi, j'étais sur Facebook depuis 2007 à peu près Ouais. quand ça arrivait en France, mais rien à voir avec le Facebook d'aujourd'hui. Hein. Wow. Il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas. Il y a rien à voir, rien à voir. Donc, franchement, c'était vraiment plus compliqué. Ça marchait beaucoup par le bouche à oreille, beaucoup par le bouche à oreille, les sites spécialisés, etc. Mm, Néanmoins, j'étais quand même heureuse, même si j'en vivais pas, puisque bah, forcément pas de développement, mm, de point de vue marketing, tout ça. Enfin, tout ça, je connaissais pas. Moi, mm, j'étais juste une artiste. Je mm. me définissais en tant qu'artiste qui créait des robes sur mesure. D'accord. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, donc deuxième gros tournant, et là, tout a changé, j'ai rencontré ma mentor actuelle. Donc, celle qui me coach en termes de business, etc., qui m'accompagne, qui m'aide à développer mon activité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la rencontre avec le monde du digital. J'ai fait la rencontre avec le monde du digital et je me suis dit, waouh, l'impact qu'on peut avoir grâce au digital, ça m'a. Ouais, il y a 2 ans et demi maintenant, j'étais juste subjuguée. Il y avait des étoiles comme ça, je disais, waouh, mais c'est incroyable, quoi. Et il y a tellement de choses que je peux apporter aux gens. Donc au début, je m'étais dit, est-ce que je vais apprendre aux gens à coudre, à faire leurs vêtements sur mesure, etc., ou à devenir styliste, etc., sachant que j'avais toujours pas euh, d'entreprise officielle. Mais entre-temps, j'avais repris mes études pour passer mon bac+2. Hein, mon fameux bac+2 que je voulais faire en sortie de bac, je Et l'ai t'as pas fait pu à 33 faire. ans, 34 ans, avec 3 enfants. Comme quoi, Ouais, c'est aussi possible de reprendre ses études. ouais, complètement. Les limites existent que si on se les fixe nous-mêmes. Et donc, j'avais cette fierté d'avoir mon bac+2, styliste modéliste. Et voilà, d'être une réelle professionnelle, entre guillemets, reconnue. Mm, Mais j'ai vite vu les limites par rapport au monde du digital. Je me dis, ouais, donc là, c'est bien, je fais des robes et tout, etc. Ça marche, le bouche à oreille, je fais un peu de pub, etc. ouais. Mais avec le monde du digital, on avait un tel impact. Je me dis, mais comment je peux transposer mon savoir, en fait, transposer mon savoir et impacter les femmes, parce que moi, j'ai toujours eu cette volonté un peu féministe de Ouais. me dire que Girl chaque femme power. a un talent. Oui, bah oui, malheureusement, il y a trop de décalage entre le monde des femmes et le monde des hommes. Et c'est pas parce que tu es maman, c'est pas parce que tu as des enfants à charge que tes rêves doivent passer après celui de ton homme, ou même si tu es célibataire, doit passer après tes enfants. Moi, je suis contre ça. Et j'ai vraiment envie de motiver les femmes à reprendre leur place, en fait, clairement. Et donc, quand j'ai fait sa rencontre, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait vraiment une analyse, une espèce de, comment on appelle ça, il y a des services qui existent pour ça, une espèce Étude de marché? non, non, les questionnaires où tu fais état de tes compétences, Un etc. bilan de compétences. Voilà, un bilan de compétences. Mais je me le suis fait moi-même en me disant, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je pourrais apporter de façon digitale? Et c'est là que le conseil en image est arrivé, en fait, parce que pendant toutes ces 10 années à faire des robes de mariée, j'avais ce domaine du conseil où je montrais aux femmes, en fonction de leur silhouette, quelle était la robe qui allait vraiment convenir pour les sublimer ce jour-là,
les couleurs qui allaient les mettre en valeur, etc. Et donc, je me suis dit, mais ça, je peux le faire sans faire la robe, mais je peux aussi apporter vraiment ce conseil. Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai créé mon cours en ligne sur du conseil en images, donc étude de la morphologie, étude des couleurs, la colorimétrie, etc., les coiffures, le maquillage, parce que c'était un domaine que je maîtrisais assez bien. Et puis, ça a commencé comme ça et j'ai eu de superbes résultats avec mes premières clientes qui étaient ravies d'avoir fait cette formation-là avec moi. Et là, en fait, ça m'a mis une grosse claque. Ça m'a mis une grosse claque parce que je me suis dit, waouh, j'ai ce pouvoir-là d'apporter en quelque sorte du bien-être à d'autres femmes et à faire en sorte qu'elles se sentent bien dans leur corps, à faire en sorte qu'elles se trouvent belles. Et là, j'ai pris conscience en fait de ce pouvoir-là et je me suis dit non, c'est ça, c'est la voie que je veux réellement faire, sans complètement laisser tomber les robes de mariée. Euh, mais je me suis dit non, il faut que je travaille là-dessus parce que j'ai pris conscience du pouvoir que ça avait et du bien-être que moi-même ça me procurait. La fierté que j'avais de voir ces femmes me remercier, ce sentiment d'amour, c'est vraiment très fort, c'était très puissant. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai trouvé ma voie. Donc, ça a été le résultat de mes clientes, en fait, qui m'ont confirmé ce choix-là, d'aller dans le conseil en image. Mais, bien sûr, Céline, qui est toujours avec cet esprit de performance et de se dire comment ça peut être encore mieux, j'ai décidé d'utiliser mon expérience de vie. J'ai grandi dans le développement personnel grâce à mes parents. Et cette ouverture d'esprit, en fait, cet esprit combatif, ça m'a vraiment motivée dans le sens où je me dis, je peux transmettre ça. Je peux transmettre ça à ces femmes-là qui manquent de confiance en elles. Donc, non seulement je peux les sublimer par le conseil en image, mais en plus, je peux les rendre puissantes. Et là, je me suis dit, je vais faire le croisement des deux. Je vais faire vraiment une alliance entre le développement personnel et le conseil en image d'ailleurs. Je termine là tout juste ma certification de coach personnel et professionnel parce que j'avais cette volonté de me professionnaliser et de monter en compétences à ce niveau-là. Même si j'avais déjà mon expérience, j'avais mon savoir-faire, mais je me suis dit, donc, c'est en ça que j'ai voulu faire cette certification-là. C'était vraiment dans non seulement me professionnaliser, monter en compétences, mais encore mieux aider en fait les femmes à qui je m'adressais. Donc, vraiment, c'est aujourd'hui comme ça, là, 2 ans et demi après, je me retrouve en tant qu'ingénieure en métamorphose de soi parce que lorsque j'ai décidé d'aller lier les deux domaines, j'ai vu les résultats sur mes clientes. C'était juste un truc de malade. Elles étaient complètement métamorphosées. J'ai eu des reconversions professionnelles à la suite de mes accompagnements. J'ai eu des femmes qui étaient des entrepreneurs qui ont fait x5, x10 sur leurs revenus. Donc là, je me suis dit, waouh, j'ai un truc. Ouais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et plus j'avance et plus à chaque cliente, en fait, je me dis, ouais, j'ai vraiment choisi la bonne voie. Voilà comment, en gros, je me suis retrouvée là à vous parler de ça aujourd'hui. Mais ouais, voilà où j'en suis. Wow. Ok, Une super. grande histoire. J'ai essayé de faire court. Hein. Non, mais c'était super parce que tu vois, je connaissais pas tout ça, même si on se connaît quand même d'extérieur, je savais pas. Ouais, C'est toujours intéressant les interviews parce que nous c'est plus une discussion, on appelle plus ça une discussion avec Rachid, mais c'est intéressant parce que à chaque fois j'ai le sentiment que même la personne qui parle, eh ben, elle dit des choses qu'elle n'a peut-être pas l'habitude de dire d'une certaine manière. Parce que tu as tes réseaux, tu as tes clients, tes prospects, tes réseaux sociaux, et on communique. Donc, on communique de manière assez, bon, bah, il y a les plans de com, etc., on sait ce qu'on dit, et j'ai le sentiment, quand je vois à chaque fois les personnes qui viennent à la Web TV parler, que ben, ça donne aussi l'occasion de parler de soi différemment, qu'on comprenne vraiment le parcours qu'il y a derrière. Et c'est là que ma fameuse question vient, après avoir compris le parcours. Et si c'était à refaire, Céline, si c'était à refaire, on va commencer avec l'orientation, parce que je pense que ça a joué quelque chose de crucial, et les moyens qu'à l'époque il n'y avait pas pour pouvoir justement sublimer ce talent que tu avais en toi, ou du moins ils étaient restreints, je dirais. Donc si c'était à refaire, est-ce que tu te lancerais, par exemple, en autodidacte, tu te serais lancé en autodidacte ou voilà, dès la sortie de la fac, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de côté orientation? franchement, c'est une excellente question.
Parce qu'honnêtement, tu vois, même en préparant cette interview, quand tu m'as dit, je vais te poser cette question-là, tu vois, ça chemine déjà dans la tête. Tu dis, ouais, tu te poses déjà cette question-là. Et franchement, je pensais te donner une réponse et finalement, je vais te donner une autre réponse. Honnêtement, je pensais que j'allais te dire, ouais, si c'était à refaire, je changerais ci, je changerais ça, etc. Mais en fait, là, tu me poses cette question après tout ce que je viens de raconter et je me dis qu'en fait, si c'était à refaire, je referais pareil. Je referais pareil parce que finalement, tout ce que j'ai vécu en faisant ces petits boulots, c'est des petits boulots très mal payés, c'était très peu de considération. J'ai quand même appris pas mal de choses, déjà sur le monde du travail de façon générale. Ça m'a renforcée. Ça m'a renforcée donc en compétences bureautiques, commerciales, dans la relation avec le client. C'est des choses qui s'apprennent finalement et que j'ai appris à travers tous ces jobs. Et puis en même temps, ça a cultivé cette résilience que j'ai aujourd'hui, cette envie de te battre pour ce que tu veux. Et est-ce que en sortant de la fac, si j'avais eu un chemin idyllique où tout se passe bien, etc., comme on dit, hein, c'est dans l'épreuve en fait qu'on se construit. Et je me dis, si j'avais pas eu ces moments-là de doute sur ce que je fais, sur ce que je veux faire, est-ce que je serais arrivée aussi forte pour porter, parce qu'en fait, mes clientes, je les porte. Mes clientes, je les soutiens. Et cette force-là, je pense qu'elle s'est vraiment, tu vois, ça fait un peu l'effet boule de neige, quoi. À force de rouler, bah, la boule, elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. Et aujourd'hui, il y a, il y a plein de compétences, il y a plein de, même des intelligences émotionnelles que j'ai développées grâce à tout ce parcours, en fait. À tout ce parcours. Donc, si c'était à refaire, je pense que finalement, je changerais rien. Je Côté changerais rien. orientation. Côté orientation, je pense que j'aurais quand même aimé changer juste le fait que j'ai pas été bien orientée, hein, parce que tout simplement à l'époque, l'orientation, c'était vraiment quelque chose de. Même Alors, tu maintenant, veux être c'est laborieux. avocat, si tu veux être avocat, Laborieux. ça va. Si tu veux être médecin, ça va, on sait, etc. Mais quand on te dit, quand tu veux être styliste, quand tu veux être dans l'art, etc., c'était déjà même pas considéré comme un métier, un vrai métier, on va dire. Aussi ce côté où je voulais être la bonne élève, donc j'ai fait de la générale parce que j'étais bonne à l'école, j'avais des facilités, et puis j'avais envie de rendre fiers mes parents. Donc il y a des choix que j'ai faits pas parce que je vibrais ces choix-là, mais parce que je m'étais dit, ben, ça fait bien, ça va plaire. Donc cette volonté, tu sais, de plaire aux autres et en fait, de pas forcément aller chercher ce qui me faisait vibrer. Et peut-être que sur l'orientation, j'aurais fait différemment. Oser directement aller en CAP couture, par exemple. Très mal vu, Et hein. hein, C'est très mal vu comme CAP d'ailleurs. c'était très mal vu d'aller en CAP. C'était genre, vas-y, c'est pour les cancres, c'est pour Ouais. ceux qui savent pas, qui comprennent rien, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de travailler à l'école, tu vois. Et j'ai grandi à cette époque-là où c'était très mal vu. Ça commence à changer, hein. Ouais. Maintenant, on commence à dire que la voie du métier, de la professionnalisation, c'est intéressant quand c'est des métiers très techniques comme la couture ou la création, le stylisme de mode. Et finalement, voilà, je pense que si c'était à refaire, au niveau orientation en tout cas, j'aurais, heu, j'aurais, heu, j'aurais peut-être opté directement vers le métier qui m'intéressait à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce que j'encourage mes enfants à faire ça. Vraiment à choisir si ça doit passer par un CAP, ben passer par un CAP. Ok, super. Voilà. Et du coup, je vais te poser aussi une autre question. Donc, si c'était à refaire, bah, ce que j'ai compris dans ton parcours, c'est cette volonté-là d'aider les femmes. Ok. Alors, j'ai eu le sentiment en t'écoutant que le stylisme, être coach, parce que maintenant tu es coach certifié, on va en reparler, parce que j'aurais une question à te poser par rapport à ça. Euh, tout ça, est-ce que ce ne sont pas des outils pour une mission? Cette mission, c'est laquelle, tu vois? Est-ce que tout ça, c'est pas des outils pour une seule et unique mission? C'est le sentiment que j'ai, et je me suis posé cette question. Je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas pris conscience tout de suite de cette mission. Mais aujourd'hui, ce qui m'anime vraiment, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'élever la femme, d'aider vraiment les femmes à retrouver leur place, à comprendre où Et sont leurs pourquoi c'est pouvoirs et ce important ça qu'elles pour sont toi? capables de faire. Comment? Pourquoi ça c'est important pour toi?
bah, c'est important pour moi parce que, aujourd'hui, je vois trop de femmes qui sont en souffrance et j'ai vécu ce moment-là. Moi, j'ai été cette femme qui, n'avait pas confiance en elle. J'ai été cette femme qui n'osait pas s'affirmer et je ne veux plus que ça arrive et la deuxième chose qui me motive, c'est que j'ai des enfants. Je suis maman et mes filles me regardent. Mes filles me regardent et ce que je veux leur transmettre, c'est que tout est possible, que tout est possible. C'est vraiment ça aujourd'hui qui m'anime. D'accord, d'accord. Yes. Je me disais bien qu'il y avait un truc plus profond qui se cachait là-dessous. Je voulais qu'on le sorte parce que ça fait toujours mieux, tu vois. Et ça permet aux gens de vraiment comprendre que des fois, on a l'impression que ouais, pour choisir ce qu'on veut faire, etc., eh ben, il faut être des savantes ou des je sais pas quoi d'autre. Hop, il y a mon Non, père qui part en cacahuète. Alors que non, en fait. Et je pense qu'il faut juste se reconnecter à OK, pourquoi on veut faire les choses, comment on se voit vivre. exactement. Ça me fait vibrer. OK, mais c'est quoi dans ça qui me fait vibrer? OK, m'occuper des femmes, ça me fait vibrer, mais pourquoi le stylisme? Pourquoi la colorimétrie? Pourquoi tout ça? Peut-être parce que bah, toi-même, bah, dans qui tu es, ça t'aide à t'affirmer, à t'accepter. Du coup, tu sais que ça aide Bien les. sûr, Voilà, donc je trouve ça toujours bien intéressant. sûr, je suis passée par là, hein. C'est ça, pour les De toute personnes. façon, c'est ce qu'on dit, pour pouvoir accompagner quelqu'un, il faut quand même avoir expérimenté, ce par quoi cette personne-là passe et si aujourd'hui je suis capable d'élever les femmes, c'est parce que moi aussi j'ai été très bas. J'ai été dans le trou. J'ai fait de la dépression, j'ai pris du poids, j'ai pris plus de 30 kilos. J'ai quand même j'étais une ancienne athlète, hein, à un certain niveau, médaillée, et cetera, reconnue au niveau, régional, national. J'étais danseuse, donc je faisais des scènes, enfin vraiment j'avais une vie, très animée et un corps en fait qui correspondait à cette réussite, hein, que ce soit sportive ou artistique. Et j'ai dû tout réapprendre. J'ai dû tout réapprendre, comme beaucoup de femmes qui, à un moment donné dans leur vie, il y a une espèce de cassure entre ce moment où elles étaient bien et puis après, il se passe des choses. Alors souvent, quand on devient mère, on devient une nouvelle femme. Hein, il y a une espèce de mort qui se passe où on quitte la vie qu'on avait avant pour devenir des mères. Et, euh, et souvent, ça se passe pas bien à ce niveau-là. D'un point de vue un peu plus profond, il y a La une transition transition n'est qui est pas quand même évidente. difficile. Rien qu'à la maternité, tu te dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais, c'est un nouveau monde, c'est des choses qu'on ne t'apprend pas à l'école. On ne t'apprend pas à comment être confiante, comment s'affirmer, comment être une mère épanouie, comment élever ses enfants, tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et ce on se rend compte que soit on s'oublie, soit on se perd. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et aujourd'hui, si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas capable d'accompagner les femmes, Super, clairement. super. Donc j'avais une autre question, c'était, du coup, si c'était à refaire, maintenant que, OK, tu as fait ce choix-là, après avoir bien expliqué tout ce parcours, j'ai cru comprendre, entendre que tu as fait appel à une personne extérieure il y a 2 ans et demi, grâce à qui, par le biais de qui tu as pu découvrir l'opportunité du web, parce qu'aujourd'hui le monde du digital est une opportunité immense et j'aime parler d'égalité des chances grâce à l'entrepreneuriat numérique, j'y crois profondément. Et, et donc la question que je me pose, c'est, OK, et si tu as à refaire, est-ce que tu investirais plus vite en toi pour te faire accompagner? Ensuite, il y a une deuxième question. Ah, Parce que excellente tu question. as été styliste, etc. Tu as toujours fait ça à côté, mais le fait d'avoir ce regard extérieur t'a ouvert les yeux sur l'opportunité du web. Donc, et si c'était à refaire, est-ce que tu irais chercher l'information plus tôt ou voilà? Ah, c'est une excellente question et je dirais oui, c'est sûr que si c'était à refaire, je referais différemment et je me ferais accompagner plus tôt et en fait, j'étais dans un espèce de, et beaucoup d'entrepreneurs sont à ce niveau-là, à un moment donné, c'est qu'on a envie de faire les choses par soi-même. On a envie de se prouver que: «Ouais, je peux le faire, yes!» et cetera. Ouais et en fait, tu es solo, tu vois? Tu es solo et alors oui, autodidacte, c'est bien parce que tu as cette indépendance dans ton apprentissage, mais autodidacte, ça veut bien dire que tu vas chercher l'information quelque part. Même si tu es autodidacte, tu as été chercher l'information quelque part. Et franchement, d'avoir grandi en tant qu'entrepreneur en étant seule, ça m'a pas du tout aidé, hein. Ça m'a pas du tout aidé. Alors oui, c'est pour ça qu'on m'appelait couteau suisse parce que quand je dis je faisais tout, tout, tout.
tout ce qu'il y a à faire, je le faisais seule. Et BBF, aujourd'hui, BBF, oui, tout merde, ce j'ai qu'il y a à figé. faire, je le fais. Ouais, ça s'est figé. Ça se fige. Ok. Tout ce Attends, que je tu vais as reprendre. Donc, tout ce que je savais faire, tout ce que j'ai fait, j'ai entrepris seule. Je me suis lancée seule, j'ai créé seule, je faisais mes vidéos seule, je faisais mes vêtements seule, etc. Seule. Tout ça dans la solitude. Mais en fait, j'étais isolée. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je m'entourerais le plus rapidement possible des bonnes personnes. Parce que depuis que j'ai appris à déléguer, c'est un truc pour moi, mais il y a 3 4 ans en arrière, mais c'était juste impensable de déléguer. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir une assistante, je suis contente de faire des collaborations avec d'autres femmes entrepreneurs et on s'enrichit ensemble, on se porte et je vais beaucoup plus vite, je vais beaucoup plus loin. Je me forme avec des spécialistes, des experts en marketing, en business, en tout ce qu'il faut. En fait, maintenant, je vais chercher ailleurs. Je ne cherche plus à être seule, vraiment, je cherche à avoir l'entourage qui me correspond déjà en termes de mindset. Ça, c'est super important. Et aussi de me former, hein, de ne pas hésiter à me former. Ok, d'accord, ok. Et Yes. du coup, ça me soulève une autre question. Euh, Parce que du coup, tu es devenu coach qu'après cette personne-là que tu as rencontrée, qui est devenue ton mentor. Cette appellation de coach, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le nier, on vit dans une époque où tout le monde est coach. On vit dans Ah, une époque où voilà, les gens, ils savent manier un outil digital, ils sont coach business. Les gens savent poster des belles photos, ils sont coach Instagram, etc., etc. Alors, je remets pas tout ça en question, mais toi, tu es quand même dans le coaching humain. Tu vois. Et donc là, il ne s'agit pas d'un business, il ne s'agit pas d'outils, il ne s'agit pas d'un téléphone, il s'agit des gens. Donc, est-ce hmm. que si c'était à refaire, euh, par rapport au fait que tu n'étais pas donc à l'époque certifié et tout ça, comment est-ce que tu te serais lancé dans cette aventure de coach? Comment est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où Ouais. aujourd'hui il y a vraiment des coachs de partout. Donc comment tu t'es senti toi déjà en venant en mode je suis coach moi aussi? Et comment est-ce que tu ferais les choses différemment dès le début? Ok. Euh, je vais essayer d'être assez concise. Quand j'ai commencé donc mes accompagnements, déjà, je me suis appelée coach. J'ai fait un peu comme tout le monde. On te disait, bah, t'accompagnes, donc t'es coach. Ok, bon, bah, je suis coach. Donc, je disais coach en style, style coach en image. J'ai essayé plein L'appellation. d'appellations, etc. Parce que je voulais rentrer dans un espèce de moule. Donc, quand j'ai commencé, bah, après, c'est normal, c'est un domaine que je connaissais pas, même si j'avais mes compétences. Donc, j'avais tout mon potentiel, tout ce que je pouvais apporter, mais le domaine du coaching était encore un petit peu étranger. Donc, quand j'ai commencé, voilà, j'essayais de trouver ma place dans ce monde où tout le monde se disait coach et je regardais un petit peu à droite à gauche ce qui se faisait. Et puis, ce qui me posait problème, c'est que justement, je ne me retrouvais pas dans ce truc que je trouvais finalement très superficiel. Ouais. Parce que dire être coach, pour moi aujourd'hui, ça n'a même plus de sens. Ça n'a même plus de sens parce que ça a été un petit peu dénaturé finalement. Et donc, j'ai arrêté de m'appeler coach parce que je voulais pas que justement on m'identifie à ce monde merveilleux, plein de personnes qui sont de bonne foi, hein, qui sont de bonne volonté, Une mais personne qui positive, parfois, qui pense voilà, positif. c'était pas ça. C'était pas ça. Surtout que moi, je touche à un domaine qui est très particulier, la confiance en soi chez les femmes. C'est un domaine très délicat. Et, euh, et ce que je voulais par-dessus tout, c'est vraiment toucher les femmes et leur faire comprendre ce que je pouvais leur apporter sans qu'elles se disent, OK, c'est une coach de plus. Voilà, tu vois. Et je voulais vraiment, encore une fois, toujours dans cette volonté de me démarquer, je voulais vraiment que dès qu'on lit mon titre, entre guillemets, ma façon de me présenter, qu'on comprenne tout de suite que je vais aller chercher, peut-être à des endroits où tu n'as pas envie qu'on aille chercher, mais qui sont nécessaires pour faire une transformation. Et c'est là m'est venu ce mot ingénieur, parce que pour moi, l'ingénieur, c'était du côté designer aussi, c'est celui qui crée les concepts, qui crée des mécanismes
pour apporter une solution. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je m'appelle ingénieure en métamorphose parce que c'est bien au-delà du coaching généralisé, on va dire du coaching Coaching banal. vulgarisé d'aujourd'hui. Hein, voilà, c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà du conseil en image. Je ne suis pas juste là pour mettre comme je dis souvent, une belle couche de vernis sur un ongle mycosé. Ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment là pour apporter des solutions pour aller guérir, entre guillemets, les causes, ce qui t'a emmené à perdre confiance en toi, ce qui fait que aujourd'hui tu ne prends pas soin de toi. Donc, si c'était à refaire, déjà au début, je ne m'appellerais pas coach, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que aujourd'hui, malheureusement, ça apporte à confusion. Voilà, j'ai envie que mon identité en tant qu'accompagnatrice soit vraiment détachée de ce monde trop superficiel. D'accord. Ok. Ok, entendu. Entendu, Céline NP. Et du coup, là, on en vient à ma dernière question qui est liée à l'entourage. Parce que tu sois entrepreneur, que tu sois sportif, que tu sois femme à la maison, mère au foyer, comme je l'ai été, quel que soit ton statut en tant qu'individu, l'entourage joue un rôle crucial sur nous. Comme le dit un de mes tontons, l'environnement agit sur l'homme. Et on ne s'en rend Mhm. pas compte que quand il y a des jours où on se retrouve seul face à nous-mêmes et qu'on a du mal à se regarder dans le miroir et que tu te poses la question, ok, qui suis-je moi, mais ok, je suis entouré de qui aussi? Parce que comme on dit, on est la somme des gens qui Des nous 5 entourent. personnes. Est-ce que toi, dans ce parcours-là que tu as vécu, dans ce très beau parcours, est-ce que si c'était à refaire, l'environnement dans lequel tu as baigné, est-ce que tu aurais changé quelque chose? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ok, alors, on va dire que dans la première partie de ma vie, donc jusqu'à 2008, j'avais pas l'entourage. Clairement, j'avais pas un entourage. Je parle de mes amis, je parle pas de ma famille. J'ai eu la chance, franchement, d'avoir des parents très, très ouverts d'esprit, qui m'ont inculqué énormément de valeurs qui me servent encore aujourd'hui et qui m'ont appris le développement personnel. Hein, j'ai eu la chance de rencontrer le marketing de réseau très jeune, 20 ans, 19 ans, 20 ans, et d'être coachée par des Anthony Robbins, des Jim Rohn, des Les Brown, alors que j'avais En 19, 2000, hein? 20 ans, en 2000, 2001. Wow. Et à l'époque, c'était considéré comme des sectes. J'étais dedans. Et j'ai eu cette chance, en fait, de grandir avec toujours cette petite voix qui me rappelait que j'étais capable, que j'allais y arriver de toute façon. J'avais pas encore trouvé ma voie, mais j'avais en tout cas ce bagage-là. Mais donc côté familial, ça allait. Côté ami, c'est sûr que si c'était à refaire, non, je changerais bien sûr parce que j'avais des personnes euh, qui me prenaient beaucoup d'énergie. Moi, je le dis aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans mes accompagnements, c'est la première chose que je regarde. Comment est ton entourage? Comment est ton environnement? Et finalement, de mon côté, en tout cas, c'était vraiment jusqu'en 2008, 2010 à peu près, j'avais des amis toxiques. Toxiques pour moi, toxiques pour mon développement, toxiques pour mon mindset à moi. Et il y avait trop de choses négatives, des peurs, ils me transmettaient leurs peurs. Et j'avais cette espèce de boulet. Donc j'avançais, mais toujours en traînant comme ça le boulet. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup ralenti. Mais dans la seconde partie de ma vie, en tout cas en tant qu'entrepreneur, euh, j'ai commencé à faire très attention à justement qui rentre dans mon cercle. J'ai commencé à faire très attention à qui je fréquente parce que j'ai très vite compris que, comme tu l'as dit tout à l'heure, très justement, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, il va falloir faire en sorte que ces 5 personnes-là soient d'un certain niveau. C'est pas que, et quand je parle de niveau, c'est pas financier, hein. C'est vraiment état d'esprit. Dans quel état d'esprit sont les personnes qui m'entourent? Et, euh, et oui, aujourd'hui, oui, je fais très attention. Et si c'était à refaire, on va dire depuis 2010, je resterais comme j'ai fait.
Je ne changerai pas. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais beaucoup restée seule. Est-ce que Ouais. dans cette période-là, ou après, quand tu t'es lancée, donc il me semble que bon, très rapidement, dans le fait de confectionner des robes de mariée, est-ce que le fait de vouloir te détacher aussi de cet entourage-là a joué dans ce côté-là? Parce que moi, pour ma part, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, même avant, bien avant, c'est quand j'ai eu mon fils, je me suis vraiment un peu renfermée. Ouais. Je voulais pas qu'il vive ces mauvaises ondes avec moi, en fait. Je me disais, ok, t'es là, t'es dans le bad, mais tu peux pas faire vivre du bad au gamin, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc, est-ce que Ah, ça a contribué à ta solitude entrepreneuriale aussi? bien sûr, parce que en fait, quand tu t'élèves donc en tant qu'entrepreneur, donc tu crées ton projet, tu te lances, etc. Tu commences à découvrir des choses sur toi, mais aussi sur le monde extérieur. Et là, tu te rends compte que quand tu regardes ton entourage, tu te dis ah ouais, mais attends, il y a un truc qui va pas. Et forcément, je parlais jamais de ce que je faisais en fait. Je ne parlais pas à mon entourage de ce que je faisais parce que l'entourage que j'avais à l'époque n'était pas compatible dans le sens où lorsque certaines personnes enfin, lorsque j'ai pris mes distances avec certaines personnes, ça a été assez violent, mais finalement, tout s'est accéléré. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en 2008, vraiment l'entrepreneuriat, on va dire que les 2, 3 premières années, c'était encore voilà, pas très stable à ce niveau-là. Et puis, certaines personnes ont quitté mon entourage. Et de là, ça a vraiment fait une explosion. 2011, on va dire 2010-2011, c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment bizarrement, à avoir à avoir plein d'opportunités, plein de choses qui se passaient. Et je disais, mais comment ça se fait que ça m'est pas arrivé avant? Et en fait, quand tu regardes avec le recul, tu dis, bah, j'avais juste pas les bonnes personnes autour de moi. Toutes ces personnes qui me bouffaient mon énergie. Et à chaque fois que moi, j'essaie de les emmener avec moi dans mon délire de positivité. Et voilà, parce que j'avais toujours ces voix de Anthony Robbins, Jim Rohn, Les Brown, tout ça. Euh, je savais que c'était possible, mais ça suivait pas. Et depuis que j'ai fait cette cassure, en fait, et ben, je me suis, oui, isolée, j'ai pris mes distances. Et là, tout de suite, au niveau entrepreneuriat, ça a bougé beaucoup plus. Ouais. Ouais, il y a Ouais. clairement une Moi, différence, aujourd'hui, bien sûr. je suis intransigeante là-dessus. Vraiment. Ouais, exact. Voilà. Ça, Ah, moi, c'est pareil, hein. il y a ma Après, j'ai famille, jamais. il y a ma famille Voilà, et c'est il y a le ça. reste. Voilà. Il y a C'est ma ça, famille exactement. et il y a le reste. Et voilà. Donc, à un Exactement, moment donné, c'est exactement. clair que ça joue. Donc, je voudrais qu'on finisse avec le petit mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que tu peux partager aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont découvert une partie de ta vie, une petite partie de toi? Quel dernier mot tu leur donnerais si aujourd'hui ils sont dans une position, dans un de ces moments et de ces choix clés? Bien sûr, je pense pas avoir la réponse absolue. Bien sûr. Comme on dit, hein, la vérité est partout. Mais par contre, moi, de mon expérience et de ce que j'ai vécu, là où vraiment tout a changé, c'est lorsque j'ai commencé à croire en moi. Et malgré les peurs, en fait, parce que on a tous ces projets, ces envies d'entreprendre, de réussir, etc. Mais il y a toujours cette peur qui nous suit en se disant, ouais, mais et si ça fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si, et on se pose trop de questions. Et là où vraiment tout a changé pour moi, c'est quand je suis passée à l'action et que j'ai mis mes peurs de côté. Et je dis, même si j'ai peur, et comme le dit ma mentor, c'est sa phrase clé, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et ce qu'elle m'a appris, c'est vraiment que là où il y a la peur, c'est que c'est bon signe, en fait. Si tu as peur, c'est qu'il faut y aller. C'est qu'il faut y aller. Et la seule façon de pouvoir passer à l'action, euh, malgré ses peurs, c'est d'arrêter de réfléchir. D'arrêter de Et réfléchir d'être et dans de juste l'action. y aller, quoi. De juste y aller. Y aller. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes, moi, je parle au nom de beaucoup de femmes, je pense, qui vont se reconnaître, c'est qu'on a ce syndrome de la bonne élève. J'appelle ça le syndrome de la bonne élève. Il faut toujours que ça soit parfait avant de se lancer. Il faut que ça soit nickel et en fait, ça nous fait perdre un temps fou, ça nous fait hésiter, ça nous fait douter, ça nous fait euh, pas du bien du tout, en fait. Et quand on arrive à se débarrasser de ça et de se dire, même si c'est pas parfait, je le fais quand même. Et avec le temps, ça va s'améliorer. Moi, quand j'ai lancé mon premier cours,
c'était loin d'être parfait. Quand je revois mes vidéos, je dis: «Oh mon Dieu!» Je rigole, mais je l'ai fait. Je suis passée à l'action et c'est là que tout a changé, vraiment. Donc, vraiment, de rester dans le momentum et, Ouais, c'est ça. d'agir d'agir pour ce qui est important pour eux. Et que ce soit l'entrepreneuriat ou pas, comme j'aime le dire à chaque fois, Rachid aussi en parle souvent, voilà, le concept, c'est vraiment pas que par rapport à l'entrepreneuriat, c'est de comprendre vraiment, il y a des parcours de vie, et bien évidemment, notre vie professionnelle prend une énorme place dans nos vies. Chacun d'entre nous passe plus de temps à travailler qu'avec nos familles. La plupart d'entre nous, nous passons plus de temps au travail que chez nous. Donc, bien évidemment, on parle du côté professionnel, mais ce que Céline vient de nous partager, ces pépites qu'elle vient de nous partager, c'est apprendre que tu sois une femme au foyer, que tu travailles, je ne sais pas, chez H&M, que tu travailles en maison de retraite comme moi à l'époque, que tu sois infirmière, que tu sois médecin, qui que tu sois, on a toutes et tous un parcours de vie. On est des êtres humains avec des émotions, avec des pensées, avec un cerveau, d'accord? Et on n'est pas que des diplômes qui font qu'on arrive à faire certaines choses. Des fois, il y a des blocages, des fois, on manque de ressources, comme elle a manqué de ressources à l'époque de son orientation, mais à la surbondir. Voilà. Donc, ce que je vous transmets, c'est qu'elle a dit, que vous soyez entrepreneur ou pas, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser. En tout cas, je te remercie, Céline, de nous avoir Ouais, donné merci ce à toi. temps-là, de nous avoir partagé un petit bout de toi. Nous te remercions de ta présence, de nous avoir partagé un petit bout de toi. Voilà. Merci à toi d'être Merci. venu pour cette Web TV, et si c'était à refaire. Ah, mais merci à toi, merci pour l'invitation et franchement, moi-même, tu vois, j'en ai encore appris sur moi aujourd'hui parce j'avais ces a priori en me disant: «Bah, ouais, si c'était à refaire, ça je le referais, ça je le referais», mais en fait, je me rends compte que moi-même, j'apprends sur moi et sur mon parcours. Donc merci à toi pour cette invitation, et si ça peut inspirer, ben, tant mieux et j'aurais encore gagné. Je serai encore sortie gagnante de tout ça. Hem Voilà, j'ai juste envie de vous dire à tous ceux qui ont écouté mon histoire et qui se reconnaissent, de dire que voilà, tout est possible. Aujourd'hui, vraiment tout est possible. Tu es ta propre limite. Exactement, tu es ta propre limite. On va se laisser sur Yes. toutes ces belles paroles. Céline NP. Donc Céline, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que nous allons mettre tous les liens. Alors je précise, en bas sur YouTube, si vous me regardez sur YouTube, en haut sur Facebook. Voilà. Donc OK. où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, sur Facebook, Céline NP, sur Instagram, Céline NP Coach et sur LinkedIn, Céline NP aussi. Voilà, c'est très simple. N comme N Nathalie et P comme comme Patrick. comme NP. c'est ça, NP, qui sont mes initiales en fait, hein. C'est, D'accord. Neudange petit, mais voilà, c'est trop long, c'est mal prononcé, donc on fait NP, c'est plus simple. Comme ça passe, tu vois, c'est le truc, ça passe. Voilà, ça passe mieux. Donc, en tout cas, vous aurez tous les coordonnées de Céline, son site internet, ses réseaux sociaux, si son parcours vous a touché, si vous avez envie d'aller parler avec elle, pour échanger avec elle, si le stylisme, la métamorphose de soi, c'est des sujets qui vous parlent, alors cliquez sur les liens en bas sur YouTube et en haut sur Facebook. Et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de la Web TV. Et si c'était à refaire, bye bye!